Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, nouvelle semaine de Suchitawi. On va vous parler du volontariat chez les sapeurs-pompiers. Pour en parler, le colonel Bruno Maestracci, bonjour. Bonjour Maria. Vous êtes le directeur du centre de secours Poumonti, du centre de secours de la Corse du Sud, du centre d'incendie et de secours. Avec vous, pour en parler, Christophe Frerson. Bonjour. Bonjour Maria. Qui est adjoint donc du directeur du 6 Poumonti. Alors on va parler de ce volontariat, c'est important d'en parler, mais tout d'abord sur la définition d'un pompier volontaire. On voit la différence statutaire, mais quelle est la différence dans les missions? Aucune. Aucune. C'est simple, il n'y a aucune différence, puisque la formation qui est réalisée pour les pompiers volontaires ou pour les pompiers professionnels suit le même schéma national, puisque ce sont des textes qui sont définis. La durée, parfois, peut être écourtée, mais c'est tout à fait normal, bien que ce qui a été fait comme volontaire, si on passe à la période professionnelle, c'est validé, donc ça prouve bien que c'est la même chose quand même. Mais comme les professionnels sont payés mensuellement et ont un travail, forcément, eh bien, on peut se permettre d'avoir des formations initiales un peu plus longues, ou on peut se permettre de leur faire voir un peu plus de choses, mais qu'ils verront de toute façon naturellement, de par la multiplicité de leurs interventions. Pourquoi aujourd'hui c'est important d'avoir des volontaires, un corps de volontaires ? Moi, je pense que c'est un engagement citoyen, déjà de 18 à 65 ans. L'essence même du volontariat, c'est aider les gens de sa communauté. À l'origine, c'est aussi aider et soutenir la population du village où on réside. Et donc, c'est un engagement citoyen, c'est aider son prochain, c'est aider sa famille, ses amis, c'est faire ce que l'on voudrait que l'on fasse à ses proches. Et puis, les soutenir, c'est redonner aussi le sourire à la population. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant que les femmes et hommes s'investissent dans un engagement citoyen, une entraide de la vie, de vivre ensemble. Sur l'aide d'un territoire, on entend souvent les personnes dire « je voudrais bien m'engager, je voudrais bien, mais j'ai pas le temps, j'ai pas de... » On peut être pompier volontaire à certaines heures de la semaine, on peut faire des contrats un peu particuliers. Alors, dire qu'on n'a pas le temps, c'est que le temps aujourd'hui, c'est une valeur qui a de plus en plus tendance à se réduire à substantifique moelle, c'est-à-dire que celui qui me dit qu'il n'a pas le temps, je lui poserai une question, est-ce que tu peux me dire combien de temps tu passes sur ton smartphone? Et je pense que s'il en passe plus de temps à discuter avec les autres et à porter secours aux autres, il verra que son smartphone ne lui parle rarement, alors que lui peut parler aux autres. Et quand on est pompier volontaire, justement, c'est un acte, comme le disait le colonel Frerson, citoyen. Mais il ne faut pas oublier que dans d'autres civilisations qui ne sont pas tellement éloignées des nôtres, je vais parler de la Suisse, un pays que je connais bien, en Suisse, chaque homme est sapeur-pompier volontaire, je pèse mes mots, parce que c'est bien le cas. Alors vous allez me dire, mais comment, tout le monde ne peut pas être pompier volontaire? Bien sûr que non. Mais beaucoup d'hommes décident de ne pas exercer cette activité à laquelle ils sont légalement contraints, et en contrepartie de leur non-participation, il y a une espèce d'impôt, enfin, ils s'acquittent d'une taxe qui les exonère donc de cette fonction de pompier volontaire, mais qui permet au service d'incendie et de secours d'avoir plus de revenus et d'avoir, à la défaut de non-participation active humaine, une participation financière. Ça serait un système qui pourrait être mis en place ? Alors, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est que la loi de 2004, dite la loi de sécurité civile, définit le citoyen comme l'acteur majeur de la prévention et l'exercice des actes de sécurité civile. Alors, c'est vrai qu'il n'a jamais aidé son voisin, surtout chez nous en Corse. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on demande, simplement une aide ponctuelle? Aujourd'hui, un pompier volontaire qui va vous porter secours, qui va donc... vous serez en position de victime, vous attendez de lui qu'il sache faire un certain nombre de gestes techniques, faire un bouche-à-bouche, un massage cardiaque, si votre cœur s'est arrêté de battre, bien sûr, vous administrer de l'oxygène, faire un bilan secouriste qui va transmettre au SAMU, qui lui fera la régulation médicale, éteindre un feu, on n'éteint pas un feu de forêt comme on éteint un feu d'appartement. Donc vous voyez déjà, en quelques secondes, là, il y a un certain nombre de savoir-faire qui sont importants et qu'on va acquérir progressivement, parce que sinon, un pompier volontaire, on ne va pas lui demander de l'engager, par exemple, en 2020, et puis pendant 6 mois, on va le former, parce que c'est un pompier volontaire, il a une famille, il a un métier, il a des activités, il fait du sport, il fait des activités culturelles, et c'est tout à fait normal. Donc on va étendre ça, on va sur un certain nombre de temps. Donc on revient à cette question majeure du temps.
Ce qui n'exclut pas que, par exemple, quand le pompier volontaire a une formation en feu de forêt, il peut déjà faire du feu de forêt. Il n'est pas obligé d'avoir toutes les formations pour tout faire. Maintenant, un volontaire qui peut avoir des qualifications déjà au niveau du secourisme, qualifications qu'il aura obtenues soit à l'école, soit en ayant participé à des associations de sécurité civile, par exemple la Croix-Rouge ou la Croix-Blanche ou l'association de Corse maintenant de protection civile. Enfin, il y a tout un tas d'organismes qui ne sont pas les sapeurs-pompiers qui peuvent participer, et qui participent, hein, bien sûr, à la formation de la population pour les gestes de premier secours. Donc évidemment, cette population-là nous intéresse particulièrement, puisque c'est déjà des gens qui ont exercé, c'est déjà des gens qui ont une certaine appétence et pour sauver son prochain, et donc c'est un petit peu des gens avec ce profil-là qu'on recherche. Maintenant, si on ne l'a jamais fait, si on n'a pas eu cette occasion, parce qu'il faut aussi que les circonstances de vie aient permis aux gens de faire cela, bien évidemment, ils vont trouver l'ensemble de la formation au niveau des sapeurs-pompiers. Mais comme je viens de vous le dire, on ne peut faire d'intervention que celles qui correspondent au niveau de formation qu'on a atteint. Sachant que ce niveau de formation va évoluer. Si vous voulez, le sapeur-pompier, ce n'est pas quelqu'un qui va rentrer, et puis après, pendant 20 ans, il va dire « Tiens, je fais la même chose que depuis 20 ans ». Non, on est en permanence en train de se former. Un pompier volontaire fait des formations en permanence lui aussi, c'est-à-dire que tout au long de sa carrière, il va acquérir différents niveaux de compétences. Parce qu'évidemment, ce qu'on souhaite, c'est que quand il va rentrer, il puisse arriver caporal au bout de quelques années, et puis ensuite sergent, et puis ensuite adjudant. Donc, il va pouvoir monter de grade. Donc, à chaque grade, qui dit nouveau grade, dit nouvelle compétence à exercer, dit nouvelle formation à acquérir pour être en adéquation avec l'exercice de ses fonctions. On parlait hier donc de ces sapeurs-pompiers volontaires. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le département de la Corse du Sud et sur la Corse en général, il y a un vrai besoin ? Mais oui, il y a un besoin, puisque le sapeur-pompier volontaire, bien évidemment, est complémentaire du sapeur-pompier professionnel. Et puis, on a besoin d'un certain nombre de sapeurs-pompiers dans les territoires ruraux, de montagne. On ne peut pas avoir que des pompiers de ville, on a aussi des pompiers, comme je viens de le dire, ruraux ou de montagne. Et on a besoin de réaliser un maillage territorial pour assurer une rapidité d'intervention. Donc, on a besoin de sapeurs-pompiers volontaires dans tous les coins du département pour assurer une couverture opérationnelle et gérer le risque de la manière la plus optimale possible. On a parlé hier d'un bas qui blessait, c'était celui du temps. Autre bas qui blesse souvent dans les conversations des sapeurs-pompiers volontaires, c'est le problème financier. Aujourd'hui, ils sont mieux indemnisés, mieux rémunérés ? Alors là, l'indemnisation, parce qu'on ne peut pas parler de rémunération, puisque une rémunération, effectivement, elle est attribuée à certains pompiers qui ont le statut de professionnel, parce que qui dit rémunération, dit contribution collective, dit charge sociale, et dit aussi pour celui qui en bénéficie de cette rémunération, payer des impôts. Or, l'activité de sapeur-pompier volontaire aujourd'hui n'est plus bénévole. Un pompier volontaire, lorsqu'il intervient, est considéré comme un collaborateur occasionnel du service public, et cette indemnité, qui dit indemnité, dit indemnisation, donc c'est plutôt pour que la collectivité acquiesce sur le fait qu'effectivement, il a rendu service à tout le monde et pour ça, il doit être indemnisé, une fois de plus, un peu comme un système assurantiel. Aujourd'hui, le taux de cette indemnisation est de moins de 10 € de l'heure, monte à un peu plus de 10 € pour un officier, puisqu'il y a des officiers volontaires également. Évidemment, on peut se dire, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez ? Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, le modèle du pompier volontaire doit évoluer, comme dans d'autres pays avec ce qu'on appelle des pompiers à temps partiel ? Peut-être, c'est peut-être une piste. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas confondre. Celui qui voudrait nous rejoindre pour en faire un métier, il faut qu'il devienne professionnel. Et ça serait une erreur, et j'ai horreur de tromper la jeunesse en général et la jeunesse corse en particulier, de leur faire croire que volontaire, ça va donner une rémunération. Alors certes, ça donne un statut social, parce que tout le monde est content de se connaître un pompier, qu'il soit volontaire ou professionnel. On ne voit que le pompier, et c'est ce qu'il faut voir. Par contre, penser qu'être au village, tout le monde est content, hein, mais que de pouvoir survivre ou de pouvoir vivre convenablement en étant uniquement pompier volontaire, je pense que c'est une erreur et qu'il ne faut pas s'y engager. D'où l'importance de vraiment montrer le sens de l'engagement que ça peut avoir pour une collectivité, que ce soit dans le secours routier, dans la lutte contre les incendies, dans beaucoup de choses.
Exactement, les sapeurs-pompiers volontaires sont amenés à conduire les mêmes missions que les sapeurs-pompiers professionnels. Et il faut sauter de l'esprit qu'il faille, et de cette image d'Épinal du sapeur-pompier grand, fort, musclé, sportif, et qu'il faille remplir un certain nombre de conditions. Non, c'est vraiment ouvert à pratiquement tout le monde. Bien sûr, il faut une certaine aptitude et une condition physique, on dira, normale, mais c'est vraiment accessible à tous et ça donne vraiment du sens à son engagement, du sens à des activités ultra ou au-delà de nos activités professionnelles propres. Certains s'engagent dans un milieu associatif, d'autres s'engagent dans les sapeurs-pompiers volontaires. Donc je pense que c'est vraiment gratifiant, mais au-delà de l'indemnité ou de l'indemnisation dont on parle, c'est aussi le regard que l'on a de la population secourue et ça donne vraiment du sens à son engagement. Qui peut s'engager aujourd'hui dans cette démarche? Vous parliez de profils quand même très, très variés. Je dirais tout le monde, femmes et hommes de 18 à 65 ans, de bonne moralité et en conditions physiques normales. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Puisqu'en fait, être sapeur-pompier, c'est d'abord un travail d'équipe, du collaboratif, du collectif, de l'engagement en commun. Et donc les forces et faiblesses de chacun sont cumulées pour atteindre un objectif général, partagé. Donc c'est vraiment une complémentarité de l'ensemble. C'est une équipe de foot. De rugby plutôt alors, hein, pour la complémentarité. Les deux, je dirais. En fait, c'est une équipe tout d'abord. Et donc une équipe, peu importe quel sport on pratique, c'est l'esprit d'équipe qui prédomine. Oui, donc cet esprit d'équipe... L'esprit d'équipe, vous savez, on dit toujours aux pompiers, l'unité chez nous, c'est la paire. Donc ça veut dire qu'on ne laisse jamais un pompier seul. Pas parce qu'il va avoir des mauvaises idées, hein, mais parce qu'il y a deux cerveaux réfléchissent toujours mieux qu'un. 2 paires de bras sont toujours plus efficaces qu'une seule. Et comme le dit le colonel Frerson, c'est un travail d'équipe. Et je crois que si on n'aime pas l'homme, profondément misanthrope, il ne faut pas venir chez nous. Et l'activité de sapeur-pompier volontaire, je dirais qu'une fois que vous y avez goûté, c'est rare de vous en passer. Alors on est un peu moins ouvert que chez Tintin. On n'est pas de 7 à 77 ans, mais pour des raisons que tout le monde comprendra aisément. D'abord, on veut des gens qui soient déjà... majeur. Ceci dit, si vous avez 7 ans ou 8 ans, vous pouvez quand même rejoindre les jeunes sapeurs-pompiers, puisque ce sont des activités avant d'être capable d'être opérationnel, puisqu'on préfère prendre des gens majeurs. Et puis après, jusqu'à 77 ans, on peut quand même être et faire partie des anciens sapeurs-pompiers. Et je pense que c'est très important de ce transfert générationnel, puisqu'un ancien sapeur-pompier qui aura fait 30 ou 40 ans de carrière et qui arrive à 60, 70 ans et qui a envie toujours d'être actif, d'être utile, et surtout d'avoir cet esprit d'équipe toujours, il pourra transmettre ses valeurs aux jeunes. Donc si vous voulez, quand je dis de 7 à 77 ans pour concurrencer Tintin, je ne suis pas si loin de la vérité quand même. C'est en tout cas de l'idéal et de l'esprit de sapeur-pompier. Parce que sapeur-pompier, c'est une façon, c'est pas simplement un savoir-faire. C'est pas simplement un savoir, parce que le savoir-faire, on va lui apprendre, on va lui inculquer, il va faire répéter des gestes, faire des nœuds, faire des actions de sauvetage, dresser une échelle. Bon, ce sont des gestes techniques, donc ça c'est du savoir-faire. Il faut un certain nombre de savoirs aussi, puisqu'il faut pouvoir calculer un certain nombre de choses si on fait des opérations de force, etc. De force, j'entends, hein, des opérations par exemple de relevage de voitures, etc. Quand il y a un secours routier, comment recalculer. Enfin, il y a un savoir de base à avoir. C'est pas un savoir, on ne demande pas être polytechnicien. Mais il y a surtout, et c'est ça l'essentiel, c'est cet esprit d'équipe, c'est le savoir-être. Savoir-être ensemble. Et à éviter de tapoter son portable et d'être attentif à l'autre ou aux autres. Voilà. On peut exercer plusieurs missions au sein de ces sapeurs-pompiers volontaires. Il faut, puisque la beauté, dit-on, provient de la diversité. On a besoin du petit qui va passer par la trappe d'aération au-dessus, et du grand qui va casser la porte d'un simple coup d'épaule. Et en tous les deux, ils vont faire une mission que ni l'un ni l'autre ne peut réaliser seul, mais qu'ils pourront réaliser ensemble. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, les pompiers. Et après, bon, il y a besoin d'un encadrement, justement, qui ne se trompera pas pour donner la bonne mission à celui qui est plus petit et la bonne mission à celui qui est plus grand. Et voilà, et tout ça, ça fait une équipe. Et après, ça fait une joie d'être ensemble et la joie d'avoir réussi l'opération, puisque justement, elle aurait été bien menée, bien organisée, bien managée et bien préparée. Comment se passe le recrutement, en fait, de la première demande, comment ça marche ? Alors, aujourd'hui, on s'efforce pour simplifier ces procédures de recrutement. Aujourd'hui, pour le SDIS 2A, on va organiser le prochain recrutement avec une date limite qui sera le 6 avril 2020. Alors je le dis parce que s'il y a des candidats qui nous écoutent, eh bien qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir à la Sposat, puisque c'est là que se trouve l'état-major, où je les recevrai, puisque
Ce qu'on demande aux sapeurs-pompiers, c'est d'abord d'avoir envie. Et ça, le problème, c'est que l'envie, c'est un peu comme le temps. Si vous voulez, le temps passe, mais l'envie, si c'est pas une démarche personnelle, c'est pas forcé qu'on devient sapeur-pompier volontaire. C'est un métier d'homme libre pour des hommes et des femmes libres. Donc à partir de là, cet engagement, il faut aussi qu'on puisse l'expliquer, qu'on puisse l'accompagner. Donc il y a forcément, c'est pas simplement de lire sur un prospectus ou de commander sur Internet ou sur Amazon, c'est un peu plus humain. Et je crois que c'est ce côté humain qui nous plaît. Et je crois aussi que c'est ce côté humain qui fait que l'engagement, quand il est chez nous, fait sens et dure dans le temps, justement. Donc, première étape, l'envie. Ensuite, on vient. Il y a un minimum d'aptitude physique, c'est ce que disait le colonel Frerson. D'aptitude physique, les textes actuels nous demandent d'avoir un casier judiciaire vierge. C'est aussi important parce qu'on fait une mission de service public et surtout, on peut être amené à connaître des choses. Alors, on n'est pas astreint au secret médical, nous ne sommes pas médecins, mais par contre, on a un devoir de discrétion professionnelle, même si on est pompier volontaire. Et on n'a pas à relever des choses qu'on a vues ou qu'on a entendues. Parfois, on intervient dans des situations extrêmement complexes, des situations humaines. Ça peut être des gens, vous savez, quand vous êtes sur un accident de circulation et que vous avez une famille qui est décimée, il faut trouver les mots justes. On ne parle pas de quand il y a malheureusement une issue fatale pour une victime, on a un certain terme qu'il faut employer et on ne va pas parler de façon indistincte. Et donc tout ça, ça s'apprend. Ça fait partie de ce savoir dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il faut voir surtout les opérations positives. Je crois qu'il n'y a pas plus réconfortant pour un être humain, homme ou femme ou homme, peu importe, que de faire un massage cardiaque et de sentir que la personne qu'on massait, et qui avait un cœur qui n'avait plus aucune activité électrique, a un cœur qui rebat. Et je pense que, alors il n'y a pas de question de dire tiens, il me doit la vie, c'est pas du tout ça. C'est simplement le plaisir d'avoir pu faire une action qui est immédiatement visible et d'arriver avec un manque d'activité cardio-respiratoire à une reprise d'activité cardio-respiratoire. Bon, après, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des médecins, des anesthésistes, réanimateurs, des hôpitaux. Tout ça, c'est une chaîne de secours. Mais il ne faut jamais oublier que la chaîne de secours, c'est pas l'autre. Parce que la chaîne de secours, c'est le soi, c'est l'être en premier qui va assister à quelqu'un d'autre qui va tomber par terre parce qu'il fait un arrêt cardiaque ou parce qu'il y a un souci. C'est lui qui sauvera la personne. C'est pas l'hôpital, c'est pas le médecin. Le médecin fera partie de la chaîne de secours, c'est lui qui lui permettra de stabiliser les soins, etc. Mais si on n'a pas ce premier acte, dans les premières minutes, eh bien tout le reste ne marche pas. N'a pas lieu d'être. Voilà. Ce premier acte, vous disiez en début de semaine, y compris dans les territoires ruraux, c'est important d'avoir ce relais des sapeurs-pompiers volontaires. Il y a, notamment dans les territoires ruraux encore, une population de plus en plus âgée, il y a de la circulation aussi, il y a les feux de forêt, et d'avoir ces relais-là, c'est essentiel. Mais exactement, c'est le premier maillon de la chaîne, c'est le premier secours, c'est la première réponse, et sans ça, les délais seraient beaucoup trop longs pour intervenir et secourir des gens en moins d'une demi-heure, par exemple. On a des territoires tellement éloignés qu'il faudrait plus de 2 heures ou 3 heures de route pour s'y rendre, sans moyens héliportés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Corse est quand même bien équipée de moyens héliportés, même s'il en faudrait toujours plus, ou de manière mesurée, il en faudrait certainement plus. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est un premier maillon sur un certain nombre de missions, parce que, vous le dites, on observe effectivement un vieillissement de la population, mais aussi il y a une recrudescence d'intervention durant l'été, avec l'activité touristique, et donc on ne peut pas faire des embauches pérennes à temps plein pour toute l'année. On est obligé d'avoir un recours aux sapeurs-pompiers volontaires saisonniers, mais du territoire, pour que des jeunes Corses défendent leur territoire et secourent leur population et les siens. Ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est vraiment tout type de mission. Qu'est-ce qu'un sapeur-pompier aujourd'hui ? Alors, comme je vous disais en début de semaine, c'est l'image d'Épinal du sapeur-pompier sauveteur, celui qui sauve les personnes de l'incendie. Mais c'est d'abord 80% de missions de secours à personne. C'est d'abord secourir les gens, les aider, les soutenir, faire de l'assistance, essayer, alors on dit souvent sauver des vies, déjà empêcher la mort, c'est déjà pas mal, et ça c'est vraiment le premier maillon de la chaîne, empêcher, parce que si on ne fait rien, oui, il y a certaines personnes qui sont vouées à une mort certaine, vu les délais d'intervention. Et donc si on n'a pas cette première équipe solidaire de premiers intervenants, eh bien on ne peut pas secourir la population de manière égalitaire en plus, puisqu'on se doit d'assurer une égalité du secours
secours sur tout le territoire. Et c'est ce que je disais par rapport au maillage. Mais d'abord, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'est-ce qu'un sapeur-pompier aujourd'hui ? C'est 80% des missions sont des missions de secours à personne en ambulance pour aller secourir la personne. Alors ça va du cas le plus simple au cas le plus compliqué. Le cas le plus compliqué, c'est effectivement des crises un peu particulières, des accidents de la route avec certaines opérations qui sont beaucoup plus complexes, techniques. En tout cas, nous, on doit être préparés au pire et le sapeur-pompier volontaire fait la même mission que le sapeur-pompier professionnel. Il est important de préciser, parce que peut-être que dans l'imaginaire, on pense que sapeur-pompier volontaire, c'est uniquement un travail d'été. Pas du tout. C'est vraiment une mission qui peut se renouveler et qui doit se renouveler toute l'année. Certes, Maria. En fait, notre population, notre ruralité, notre géographie fait que je pense que la population corse doit, pour être correctement desservie, avoir des relais. Et ces relais, pour l'instant, ce sont les pompiers qui l'assurent. Ce relais, c'est assuré par l'engagement des gens qui y vivent et qui sont valides. Alors, on n'a pas besoin de héros, comme le disait Christophe précédemment. On a besoin de gens qui sont simplement motivés, volontaires et joyeux, parce que c'est une activité qui donne beaucoup de plaisir. Sauver une autre, je répète, c'est un des plus bels actes qu'on puisse faire dans une vie. Donc, c'est une activité qui doit rester réalisée avec raison, mais qui ne peut pas non plus être faite sans aucune passion. Voilà. Comment ça se passe concrètement pour un sapeur-pompier volontaire ? Il y a des jours d'astreinte, on peut être appelé à n'importe quel moment. Comment ça marche ? Alors, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de disponibilités minimum à donner, mais le planning et le calendrier s'adaptent à la disponibilité du sapeur-pompier volontaire. Et comme le sapeur-pompier volontaire peut revêtir tout type de carrière, de cursus, de profil social ou autre, à un moment donné, chacun fait aussi en fonction de ses disponibilités. Certains travaillent que le matin, ont une disponibilité l'après-midi, d'autres travaillent la nuit, ont une disponibilité journée. On a besoin aussi d'assurer des disponibilités la nuit, donc charge à nos officiers, à nos organisateurs, nos coordinateurs de monter des plannings pour qu'on assure une disponibilité la plus optimale possible. Alors il est vrai que on peut donner un certain nombre de gardes minimum, mais on a aussi besoin d'assurer la couverture en ressources humaines toute la semaine, et comme vous l'avez dit, pas simplement l'été, parce qu'on trouve aussi beaucoup de monde pour être disponible l'été, mais surtout aussi l'hiver. Et donc nos plannings aujourd'hui s'adaptent aussi à la disponibilité du sapeur-pompier volontaire. Et on en a vraiment de tout type, et on recrute vraiment des gens de tous horizons. Et c'est vraiment ce qui fait la complémentarité et qui fait aussi que nos plannings réussissent à être bon an mal an relativement complet. Concrètement, sur le département de la Corse du Sud, on a un potentiel opérationnel jour de à peu près 120 agents. Voilà. Et la plupart du temps, on réussit à atteindre 95 à 98, voire 19% de taux de remplissage, si on peut appeler ça. On utilise, avec des guillemets, combien de ces 120 à peu près, 95%? Ah bah oui, entre 80 et 90%, mais on va dire 80%, ce sont des sapeurs-pompiers volontaires. Mais de toute façon, en France, le modèle de sécurité civile repose sur 80% de sapeurs-pompiers volontaires. On pourrait dire que le sapeur-pompier professionnel, c'est la clé de voûte du modèle des sapeurs-pompiers. Donc ce qui veut dire que tout le reste de l'arche, c'est des sapeurs-pompiers volontaires. C'est un métier, c'est une activité, on va dire, qui se féminise beaucoup. Est-ce que c'est vrai ? De toute façon, on a tendance à élargir nos recrutements pour féminiser nos effectifs, bien évidemment. Mais aussi, je pense qu'aujourd'hui, ça correspond à un modèle de société. La femme s'émancipe de plus en plus et elle devient de plus en plus active, et puis elle a envie de participer de plus en plus à tous les types d'activités. Alors du coup, nous aussi, on s'est adapté à la féminisation de nos effectifs. Alors au niveau national, on est entre 13 et 15%. Nous, on pourrait très bien accepter entre 20, 30, 40 ou 50%. C'est pas un problème. Aujourd'hui, les matériaux sont de plus en plus légers, ce qui facilite des gens qui sont grands, petits, gros, maigres, etc. Même si une condition physique minimale est requise, finalement, le monsieur et madame tout le monde peut assurer l'activité de sapeur-pompier volontaire, femmes et hommes. Et donc, du coup, on a organisé nos casernements aussi pour qu'il y ait des couchages différents, des sanitaires différents, et tout est fait pour qu'on puisse accepter les femmes comme les hommes, comme je l'ai dit, de 18 à 65 ans. Il n'y a aucun problème. Et elles occupent tous les types de fonctions. C'est-à-dire que chez nous, on a des officiers supérieurs qui sont féminins,
terrain, on a des cadres intermédiaires, on a des adjoints au chef de centre, on fait la promotion au même titre. En fait, on est sur la compétence. Et un exemple, par exemple, le sapeur-pompier professionnel féminin, au-delà d'autres entreprises, imaginons du SBF 250 ou du CAC 40, gagne exactement le même salaire en fin de mois qu'un sapeur-pompier professionnel homme, et ce à tous les grades. Donc il n'y a vraiment aucune différence. Tout le monde est traité sur le même pied d'égalité, c'est important. Et ils ont les mêmes responsabilités d'équipier, chef d'équipe, chef d'agrès tout engin, officier, encadrement, etc. Et on peut évoluer en étant sapeur-pompier volontaire, on peut acquérir différents grades. Écoutez, je suis un ancien sapeur-pompier volontaire. Donc ça prouve bien qu'on peut faire d'autres choses. Alors, à un moment donné, il a fallu que je m'engage comme professionnel parce que j'allais être atteint par la limite d'âge en tant qu'entrée au bas de l'échelle, comme deuxième classe. Mais bon, j'ai fait 10 ans de volontariat et j'en suis très content puisque je suis passé de sapeur à lieutenant. Oui, donc c'est possible. Bon, après, je suis redescendu sapeur professionnel, mais bon, c'était un autre temps, c'était une autre époque, et maintenant, aujourd'hui, il y a une continuité du cursus. On parle du recrutement des sapeurs-pompiers volontaires, on va rentrer peut-être dans le concret. On est dans un village, on est à Ajaccio, on est à Porto-Vecchio et on désire avoir des renseignements, venir faire partie de ce corps du volontariat. Comment on fait? Alors, il y a au moins 3 indices que je peux vous donner, c'est un peu comme le Cluedo. Le premier, c'est si on aime écrire. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même... si tout le monde peut comme Christophe l'a expliqué, peut arriver à être sapeur-pompier volontaire, il faut quand même un minimum. Donc on peut écrire avec un ordinateur, volontariat, VOLONTARIAT, @ ou @SIS pour service d'incendie secours 2A.coursia. Donc sur cette adresse, volontariat @sis2a.coursia, vous nous faites part de votre souhait, et puis on vous recontacte, vous laissez vos coordonnées, on vous recontacte. Maintenant, il y a ceux qui préfèrent, vous pouvez aussi envoyer un CV, une lettre de motivation, on gagnera du temps, mais bon. Vous pouvez aussi prendre un premier contact, on est prêt à tout, on est très patient. Deuxième point, c'est ceux qui préfèrent l'oral à l'écrit. Alors à ce moment-là, vous pouvez appeler soit le 04 95 10 99 08, soit, si celui est occupé, celui-ci, l'autre, le pareil, 04 95 10 99 28. Et là, après, il faut faire le 18 parce que c'est plus de mon ressort, c'est un appel d'urgence. Mais avec normalement ces 3 premiers indices, vous devriez réussir à rentrer en contact avec des gens de notre service d'incendie spécialisés dans le volontariat qui vous donneront toutes les réponses, toutes les procédures, toutes les démarches. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Simplement, il faut être motivé. Phase de recrutement donc jusqu'au 22 avril 26 avril. 6 avril. 6 avril, voilà. Donc il y a encore un peu de temps pour se renseigner. Et ensuite, donc, il y a des entretiens qui sont organisés. Alors, on fait un minimum de tests, pas pour... une fois de plus, on ne cherche pas à faire des Jeux olympiques. C'est simplement pour savoir quel est le niveau des gens. Par exemple, si vous me dites que vous savez nager, c'est bien, mais si vous me le faites voir, c'est mieux. Si vous me dites que vous savez courir, c'est bien, mais si vous courez un petit peu, c'est mieux. Et juste pour que les gens puissent aussi s'évaluer par rapport à ce qu'on appelle une cohorte, c'est-à-dire un groupe d'individus. Et qu'on les aide ensuite à progresser s'ils le souhaitent dans ce domaine-là. Mais ce sont des tests qui nous sont imposés, pareil, et c'est très bien qu'ils se soient imposés. Après, il y a la difficulté liée au casier judiciaire, qui, comme je vous l'ai expliqué, doit être vierge. Et ensuite, on a un entretien avec les futurs chefs de centre ou les chefs de centre actuels qui vont donc s'occuper, puisqu'ensuite les gens vont être dans les unités opérationnelles. Idéalement, l'unité opérationnelle, c'est celle la plus proche de là où on réside. Et il faut qu'on s'entretienne avec le chef de centre pour qu'il soit bien sûr qu'il ait besoin de vous et que ça correspond à ce qu'il souhaite et qu'il y a toujours un petit peu quelque chose, je dirais, d'humain, un petit peu... je dirais, difficilement objectivable, alors qu'on essaie d'objectiver un maximum le recrutement, mais il faut aussi qu'il y ait ce petit courant humain qui passe entre les gens. C'est le gage d'une bonne réussite. Est-ce que selon les territoires, il y a des missions différentes qui sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ?
Non, les sapeurs-pompiers volontaires réalisent exactement les mêmes missions que les sapeurs-pompiers professionnels, et que ce soit au niveau rural, montagnard ou urbain. Alors il est vrai que des feux d'immeubles avec de nombreux étages, ça se fait quand même plus en milieu urbain qu'en milieu rural, bien évidemment. Et vous admettrez bien que le secours en montagne se fait dans le milieu montagnard, et qu'un certain nombre d'activités nautiques, par exemple, se font sur le littoral. Donc bien évidemment, mais c'est pas lié ni à un statut de sapeur-pompier volontaire ou professionnel, c'est lié à la territorialité et à la nature des risques et à la géographie, bien évidemment. Donc non, il n'y a pas vraiment de différence, mais il est vrai que pour le milieu rural et de montagne, c'est quand même beaucoup plus tourné vers l'environnement, la défense de la forêt contre l'incendie et un certain nombre de risques naturels. Mais c'est, je pense, réalisé de la même manière au niveau urbain ou rural. Mais il y a une appétence quand même plus importante pour l'environnement, comme je vous ai dit, dans le milieu rural que dans le milieu urbain, qui là est sursollicité, notamment en activité touristique par le secours à personne, et puis après par les incendies de milieu urbain. Ça veut dire aussi que si par exemple on aime faire de la randonnée, on connaît bien une zone, on peut aussi donner de son temps pour faire sapeur-pompier volontaire dans ce domaine. Exactement. Et puis vous savez, dans les années 90, on avait eu un cabinet au niveau national qui avait relevé le nombre de métiers chez les sapeurs-pompiers. On en est à plus de 105 métiers, en fait. Donc toutes les compétences, et d'ailleurs c'est ce qui fait notre force aussi, les sapeurs-pompiers volontaires, puisque dans nos rangs, on a des plombiers, des électriciens, un certain nombre de métiers manuels, etc. Et ces métiers font que quand on arrive sur une intervention un peu particulière, diverse ou autre, on a une certaine agilité, on a une certaine flexibilité, puis on augmente notre capacité d'adaptation. Donc l'union fait vraiment la force dans ce type d'activité, c'est-à-dire qu'on se sert des compétences de chacun, et on ne peut pas tout savoir. Par contre, il faut qu'on sache tout coordonner. Et donc ça, c'est vraiment notre force et notre capacité d'adaptation que d'avoir un terreau de recrutement au niveau des sapeurs-pompiers volontaires. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Bruno Maestretsch, on va vous laisser le mot de la fin donc, pour cette passion, cet esprit d'équipe. C'est ce qui prévaut vraiment avant toute démarche. On va presque dire que c'est une philosophie de vie. Et maintenant, il ne reste plus que grâce à vous, merci Alta Frequenz, de nous avoir permis de nous exprimer sur ce sujet, et bien qu'on puisse susciter, créer des vocations et peut-être même des passions. En tout cas, s'il y a des gens qui cherchent un sens à ce qu'ils font dans leur vie, qu'ils essayent d'aborder sapeur-pompier, je pense qu'ils vont le trouver. Merci beaucoup. On vous rappelle que cette émission, vous la retrouvez en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.corsica. À bientôt.